Bonjour à tous. On va commencer, il est 10 heures. Merci à tous d'être là. Je vais fermer la porte. Vous allez bien tout le monde? Vous êtes prêts? On va parler de technosolutionnisme et d'IA générative. On va voir si... En fait, je pense que la première chose que je vais dire, moi, c'est beaucoup une réflexion en fait, que j'ai présentement. Donc ça, c'est une version que j'ai arrêtée parce qu'il fallait que j'envoie mes slides une journée. Puis un matin, je me suis levé, je me suis dit, il y a 4 slides que je changerais quand je leur pratiquerais. Donc, je suis vraiment ouvert aux commentaires. Ça ne se veut pas la vérité, ça se veut vraiment une réflexion que moi, personnellement, que j'ai et que mon équipe en a actuellement sur les méthodes agiles, comment ça peut se mettre en place avec les nouvelles technologies. Là, j'ai mis l'IA générative, mais ça pourrait être aussi plus largement l'intelligence artificielle aussi. Je pense que quelqu'un veut rentrer. Je t'ouvre la porte, pas de problème. Donc, avant de toute chose, je vais prendre un petit peu de temps pour me présenter. J'aime ça me présenter autre chose que par mes diplômes, là, ce que j'aime dans la vie. J'aime ça gamer, j'aime ça le whisky. Fait que si vous aimez le whisky, ça va me faire vraiment plaisir de parler avec vous autres. J'ai une collection d'à peu près 40 bouteilles. Ça, c'est ma bouteille préférée, Altberg. Si vous aimez les trucs qui goûtent la fumée, c'est vraiment très bon pour ça. Puis j'aime faire du vélo, mais c'est tough de tout conjuguer les trois ensemble, là. Faire du vélo sous, c'est pas une bonne chose. Puis gamer, faire du vélo, ça va pas ensemble malheureusement. Bref, c'est des choses que j'aime dans la vie en dehors du travail. L'IA générative, je voulais juste prendre le temps de un petit peu quand même ramener c'est quoi l'IA générative. Il y a beaucoup de choses que vous avez probablement entendues à la TV ou des gens qui vous ont dit. Mon objectif, c'est un petit peu de rectifier le tir puis de présenter ce que c'est vraiment et ce que c'est pas. Parce que présentement, les gens voient beaucoup l'IA générative comme ça, une espèce de sauveur de Superman qui va venir nous sauver, qui va changer notre vie, puis qui va tout résoudre nos problèmes, on va faire de l'argent comme des malades. On va tempérer un petit peu aujourd'hui. C'est cool, ça fait des belles affaires, mais ce n'est pas notre sauveur tant que ça. Bref, c'est quoi cette patente-là? Ça, c'est mon intelligence artificielle avec des petits réseaux de neurones vraiment cool. Ce que ça permet de faire, c'est de prendre une requête. C'est là vraiment le truc que c'est super intéressant, c'est que c'est une requête en langage naturel ou une image. On va se concentrer sur le langage naturel. Donc, je cherche quelque chose, je mets du texte, whatever. Puis, ça me sort de quoi de vraiment cool. Comme là, j'ai demandé un profil Tinder à la Martin Fowler. Puis il a quand même sorti des bons mots-clés. Il m'a parlé de patron, de conception, d'architecture, de communication fluide, d'éléments qui sont assez utilisés dans le vocabulaire de Martin Fowler. Fait que, vous voyez que ce qui est intéressant avec ça, c'est que c'est capable d'adopter un style, d'adopter une narrative et de recevoir une commande puis de générer quelque chose. La meilleure image que j'ai pour présenter ça, c'est comme un stagiaire, mais qui est vraiment bon puis qui fait tout ce que vous dites. Mais il faut faire beaucoup de choses pour s'assurer qu'il fasse la bonne chose, par contre. Puis ce que c'est finalement, puis comment se développer ces trucs-là, je pars un petit peu avec une polémique, c'est que c'est une dictée trouée. Donc ce que ça se trouve à faire, c'est que ça a pris le web au complet. On connaît la réponse dans un texte, on enlève des mots, donc on connaît nécessairement la réponse. Puis on lui demande au système de dire c'est quoi le mot qui va à la fin de ça. Donc là, si tu bon ou mauvais, on peut argumenter dessus. Mais lui, finalement, ce qu'il se trouve à faire, c'est quoi? C'est de prédire le mot le plus probable, suivant une séquence de mots, pour dire à la fin, par exemple, il était bon ou pas bon, ou peu importe par la suite. On pourrait faire la même chose avec le chat boit du lait, whisky, eau. Ben, c'est probablement plus probable que ce soit de l'eau ou du lait. Du whisky, c'est un peu improbable, mais ça se pourrait quand même. Donc, ça se trouve vraiment à juste fill in the blank dans des textes, mais à une quantité phénoménale de textes pour être capable de faire. Donc, ce que ça se trouve vraiment à faire, c'est compléter des phrases. C'est tout. C'est tout ce que ça fait. Turns out, par contre, que quand vous faites ça, sur l'ensemble de l'Internet, ou à peu près l'ensemble de l'Internet, bien, ça permet de faire d'autres choses. Mais ça n'a pas été entraîné pour répondre à des questions. Ça n'a pas non plus été entraîné pour extraire l'information, ni pour écrire des résumés, ni pour faire whatever autre tâche qu'on arrive à faire avec. Tout ça, c'est vraiment le fruit d'un heureux hasard. C'est comme de la magie. C'est comme si vous donnez tout le web, puis il se trouve être capable de faire d'autres choses. Parce qu'à quelque part, il a vu probablement des instructions sur comment écrire un résumé. Des instructions sur comment faire l'extraction à travers tout ça, puis c'est capable, ces systèmes-là, de faire ces tâches-là. Mais à la base, ça n'a pas été développé pour faire ça. Ça fait longtemps qu'on avait remarqué ces performances-là, c'est capable de faire ça. On avait vu ça à peu près autour des années 2016, qu'on voyait que ça commençait à apparaître, puis qu'on était capable de faire ces capacités-là, mais on était limité par la force computationnelle à l'époque. Mais là, maintenant, avec les GPT, qui ont atteint le grand public, on a atteint une autre capacité de performance, puis là, bien, ça a ouvert tout un pan de recherche pour ça. Bref, une autre chose super importante, ce n'est pas autodidacte. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ce n'est pas vrai que ça l'apprend de vous. Ce que ça se trouve à faire là, quand vous utilisez ChatGPT, c'est que ça utilise les anciens prompts, les anciennes requêtes, les anciennes conversations que vous avez avec pour le nourrir de manière logicielle à une prochaine requête que vous faites, qui donne l'impression que l'expérience est personnalisée. C'est juste une impression logicielle qu'on personnalise l'expérience avec vous. Donc, ce n'est pas vrai qu'il connaît votre nom, ce n'est pas vrai qu'il connaît votre âge, ce n'est pas vrai qu'il connaît tout ça. Vous fermez votre session, vous en repartez une nouvelle, un nouveau compte, vous repartez à zéro.
Donc, c'est vraiment juste une impression qu'on a utilisé le logiciel pour prendre les anciennes conversations, puis donner vraiment l'impression que c'est personnalisé, puis ça marche super bien, puis ça le fait très bien pour ça. Mais ça n'apprend pas en continu. Ça pourrait techniquement le faire, mais ça serait extrêmement exorbitant comme coût qu'on ne visera pas à faire ça dans le futur. Peut-être un jour, on va atteindre ça, mais pour l'instant, on n'est pas rendu là encore. Puis, ça ne comprend pas très bien les concepts. Ça, ici, vous voyez, avec cette phrase-là, on lui a demandé de... Ça fait à peu près 3 ans là, environ là, que ça a commencé à apparaître sur le web. C'est dessine-moi une image d'un saumon dans une rivière. Vous voyez que finalement, c'est une représentation vraiment purement d'un tatami, là, un peu, là, on voit du bambou, un peu comme des sushis. Puis, on n'est vraiment pas dans une compréhension du concept du poisson, finalement. On est vraiment dans l'idée qu'il a vu des images vraiment de poissonnerie ou de sushi ou de peu importe, puis il a contextualisé ça dans un environnement qui ressemble à une rivière, puis on a mis ça. Depuis ce temps-là, ça a été corrigé. Ce qu'on voit souvent comme phénomène, c'est que l'humain gratte les petits bobos de ces systèmes-là, puis après ça, finalement, les compagnies qui développent ça prennent ça et disent, bon, je vais corriger ce problème-là et essayer de proposer de quoi par la suite. Mais il y a d'autres trucs aussi vraiment funky, comme un winner dog race. La phrase, elle a du sens. La requête, elle a du sens. La génération, elle a du sens quand même. On lui demande de faire une course de chien. C'est juste que les humains sont placés sur l'animal comme si c'était un cheval, finalement. Fait qu'il y a une association qui, finalement, la course à animal est composée de cheval, souvent. Et là, qu'on met le chien. Fait que vous voyez que l'assemblage sémantique a du sens, d'un point de vue purement genre abstrait, comme un enfant de 4 ans, probablement, qui va nous faire ça. Mais nous, en connaissant les concepts qui sont associés à ces mots-là, on est comme, ça n'a aucun bon sens. Donc, la relation sémantique entre les mots est capturée par ces systèmes-là. Ce n'est pas toujours cohérent. Donc, la meilleure représentation de ça, pour moi, c'est comme un enfant de 4 ans. Vous lui demandez à un enfant de 4 ans, puis vous aurez probablement fait ça, parce que pour lui, c'est cohérent, mais les concepts ne sont pas assimilés encore. Fait que, de dire que c'est comme finalement l'intelligence d'un enfant de 4 ans, on n'est probablement pas loin d'un stagiaire, d'un mix de tout ça, si on veut vraiment l'humaniser, ce système-là. Mais c'est capable de faire des choses cool. C'est ça qu'on va regarder un petit peu aujourd'hui, sur c'est quoi les solutions technologiques qui ont commencé à apparaître. Puis on va essayer de mettre ça en relation avec l'agilité, finalement, pour voir ça donne-tu quelque chose d'intéressant? On s'en va-tu frapper un mur ou on s'en va vers quelque chose qui pourrait nous permettre d'être plus agile? Je vais diviser ça en 2 catégories. Ce que je vais appeler les PME, on pourrait dire les organisations aussi, ça pourrait être des corporations plus élevées, plus importantes en taille, mais on va dire, mettons, les entreprises qui adoptent l'intelligence artificielle. Donc, ça veut dire que ce sont des organisations qui ne développent pas des nouveaux systèmes d'IA, qui prennent qui existent déjà, donc on trouve une solution SaaS, qui mettent leur carte de crédit, qui utilisent ça dans l'organisation. Puis il va y avoir une autre catégorie qui est vraiment les organisations qui développent des systèmes d'IA, puis il va y avoir des particularités différentes sur la manière de travailler, à notre avis, à mon avis, pour l'instant, sur comment ça peut se mettre en place avec l'agilité. Je me suis ramené aux 4 principes de l'agilité. Finalement, les individus, excusez-moi, là, je vais recommencer ma phrase. Les individus, Bon, on va recommencer. Les individus et leur interaction plus que le processus et les outils. Des logiciels opérationnels plus qu'une documentation exhaustive. La collaboration avec les clients plus qu'une négociation contractuelle. Puis l'adaptation au changement plus que le suivi d'un plan. Bref, on va les décortiquer puis on va un à la suite de l'autre, puis on va regarder qu'est-ce qui se passe sur le marché actuellement qu'on observe. Donc, si on dirait qu'on mettrait le focus sur les individus et leur interaction plus que les processus et les outils. Ce qu'on avait vraiment vu, en fait, c'est purement, dans le cas de cet angle-là, des solutions qui tentent de mettre un outil pour driver le processus. La technologie, ce qu'elle semble vouloir prendre l'axe pour cet axe-là, c'est vraiment essayer de documenter à peu près tout ce qui est possible dans une organisation en se connectant sur les systèmes d'information. Par exemple Slack, par exemple Teams, l'organigramme, etc., tout ça, pour être capable de faire des process documentation avec l'IA générative. Donc, est-ce que ça va vraiment aider à favoriser les interactions? Est-ce que l'IA va vraiment aider à favoriser les interactions? Pour moi, c'est vraiment une question qui est difficile à dire. On va revenir un petit peu plus tard sur certains fondements de l'IA responsable, qui pour moi, c'est peut-être l'angle qui va nous permettre de jouer là-dessus, mais on va voir ces principes un petit peu plus tard. Parce que finalement, si l'IA fait juste nous encloisonner dans nos habitudes, dans nos patterns, on ne favorisera pas les interactions. Ce qu'on voit actuellement, par exemple, avec des informations sur les réseaux sociaux, c'est totalement l'inverse. On est plutôt en train de stigmatiser les gens, de leur filer du contenu qui est extrêmement personnalisé pour eux, puis on ne se retrouve pas à favoriser les interactions, mais plus à crier dans sa propre boîte, puis faire les choses qu'on pense qui est valable pour ça. Bref, actuellement, pour moi, cet angle-là, on n'est pas encore on point pour favoriser les trucs, ou du moins on est beaucoup plus dans du technosolutionnisme que d'essayer de vraiment favoriser les interactions avec ce qu'on a observé. Si on va avec le deuxième, les logiciels opérationnels, ça c'est un petit peu plus intéressant pour cela, en fait, plus qu'une documentation exhaustive. Ça va un petit peu dans tous les sens. GitHub Copilot, vous avez probablement tout entendu parler de ça, c'est un outil qui permet d'écrire du code. C'est quand même assez très cool. Puis j'ai vu des trucs quand même assez, je ne sais pas si c'est alarmant ou inquiétant ou peu importe, mais je pense qu'en fait, pour moi, ce genre de solution-là
va changer le paradigme dans lequel les développeurs vont travailler. Donc, avant, nous, notre Copilot, du moins moi, quand j'ai commencé à programmer, c'était Stack Exchange, Stack Overflow ou peu importe lequel, là, finalement. Puis c'était vraiment avec ça que j'étais comme, hey, j'ai un problème. Qu'est-ce que je fais? Je m'en vais googler, puis mon ami Google va m'aider à trouver la solution dans la documentation, parce que je suis trop paresseux pour lire la doc au complet. Donc, ce genre d'outil-là permet d'aller encore plus loin dans cette démarche-là. Donc, de vous dire, non seulement je passe la doc au complet, mais en plus, je te propose du texte ou du code, excusez-moi, qui va faire en sorte que je vais essayer de résoudre ton problème, puis je vais avoir tout pris Stack Exchange en plus là-dedans, puis je vais faire de quoi. Donc, je pense que les étudiants, ou du moins actuellement les développeurs qui sont sur le marché, qui vont beaucoup travailler avec ces outils-là, vont être amenés à plus, techniquement, là, supposément, là, ça c'est peut-être mon vieux pieu, là, à avoir du discernement sur la qualité du code qui va être produit par les systèmes comme ça, qui autrefois, avec Stack Exchange, c'était à peu près la même chose, mais au moins, il y avait un petit peu de contexte écrit par un humain. Donc, on se trouvait qu'on était capable de trouver ça. Parce que souvent, vous avez 10 threads Stack Exchange, puis vous êtes comme, lequel est bon, puis c'est 10 solutions qui pourraient être valables, qui s'appliquent à mon cas. C'était beaucoup ça, une grosse partie du travail que, personnellement, moi, je faisais. Là, on va se retrouver à faire la même chose, mais ça, il est connecté sur votre code source au complet, il peut être connecté sur différents artefacts de votre organisation, ce qui fait en sorte qu'on peut aller beaucoup plus loin dans la démarche. Et j'ai vu des comptes Reddit qui ont parlé d'ailleurs, des threads Reddit qui ont parlé que finalement, des gens qui ont fait des stages au complet juste en faisant 99,9% du code écrit par Copilot, et ils ont scoré dans une Fortune 500, une compagnie Fortune 500, puis ils ont passé comme un stagiaire genre parfait A1. Fait qu'il y a des gens qui sont capables de générer beaucoup de valeur avec ça si vous apprenez à bien l'utiliser. Maintenant, est-ce que ça fait en sorte que ça va rendre les systèmes plus opérables? On verra bien dans le futur. Ou est-ce que ça va juste faire du code spaghetti? On ne le sait pas encore. Finalement, aussi, vous avez tout ce qui est les unit testing, la partie qu'on aime beaucoup, là, le TDD et compagnie. Là, ben, il y a de plus en plus un offre qui fait en sorte qu'il dit ben, fuck votre TDD, puis maintenant, on va juste faire vos tests unitaires d'un coup, vous avez fait votre code source. C'est beaucoup vers ça, en fait, que ça s'en va. Est-ce qu'il y a une valeur à faire du TDD? Moi, personnellement, j'y crois. Donc, vous avez le droit d'avoir votre opinion par rapport à ça. Mais ça fait en sorte que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont, encore une fois, changer la manière de relation. Ça veut dire qu'on va faire le code source, puis on va faire les tests après, puis on verra bien si on trouve des bugs dans le futur. Est-ce que ça va rendre le code un peu plus opérationnel dans le futur? On verra bien. Est-ce que ces tests-là unitaires vont avoir de la valeur ou c'est juste du test coverage qu'on va aller chercher pour aller chercher un pourcentage? C'est une très bonne question. C'est quoi la qualité des codes qui est générée? Nous, on l'a testé. C'est cool, c'est cool. Disons, on va commencer comme ça. Il y a du travail à faire encore. Il y a un objectif qui peut être intéressant. Pour des gens, par exemple, qui ne voient pas de valeur au test, est-ce qu'on pourrait juste leur offrir ça à faible coût puis dire, ben, regarde, nous autres, au moins, on est conscients qu'on assure de faire de quoi. Mais bon, si on fait un paradigme avec un pont, moi, je serais surpris qu'on construise un pont où est-ce qu'on ne fait pas de test de charge dessus, mais dans le logiciel, on se le permet par contre. Excusez-moi d'avoir pris une position un peu forte là-dessus, là, mais bref, il y a aussi maintenant, de plus en plus, ce qu'on voit apparaître, c'est de créer des diagrammes, parce qu'ils n'aiment pas faire des diagrammes de séquence ou des diagrammes de peu importe, ou d'architecture. Donc, vous avez maintenant de plus en plus des solutions qui commencent à proposer à faites votre architecture, puis on va vous faire un diagramme par la suite, ou décrivez-moi l'architecture que vous vouliez avoir, et je vais vous faire un diagramme de séquence de peu importe qui vous intéresse pour faire en sorte. Fait ils ont finalement fine-tuné GPT, ils l'ont ajusté pour être capable de faire des séquences, des diagrammes, excusez-moi, et ça permet de finalement pouvoir générer une séquence, ou je vais commencer à faire un diagramme qui vous permettrait par la suite de pouvoir l'utiliser pour faire du développement. Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant. Ça peut au du moins permettre de faire une première version d'un diagramme qui vous intéresserait pour une organisation, puis de pouvoir aussi probablement prototyper rapidement sur c'est quoi que votre diagramme pourrait ressembler, votre architecture pourrait ressembler. Il y a quelque chose d'intéressant là-dedans qui, je pense, à long terme, si on apprend à bien l'utiliser, pourrait permettre de tester ou de prototyper plus d'approches différentes pour être capable de voir qu'est-ce qui fonctionne bien. Par contre, le petit truc, c'est que des fois, ça ne fait pas grand-chose de pertinent non plus. Donc, il faut quand même tempérer ses attentes que des fois, c'est bon, mais comme un stagiaire, des fois, il faut vous répéter 15 fois pour être capable d'avoir le bon résultat que vous attendez. Donc, il faut jouer avec l'outil, il faut travailler avec ce genre d'outil-là. Ça supporte aussi de pouvoir donner du code source, des éléments comme ça, de donner différents autres artefacts à travers ça. Puis ils veulent aller encore plus loin dans la démarche. Là. Sauf que, bon, après ça, la protection, la propriété intellectuelle qui reste un enjeu pour ce genre de solution-là, à quel point ils ne vont pas réutiliser ça pour partager ça à d'autres personnes, ce qui reste un enjeu quand même par rapport à ça. L'écriture de code, de documentation dans votre code. Serait-tu le fun, hein, si tout se ferait automatique? Ben, c'est ce qu'on voit qui commence à être proposé par l'IA générative.
Ce qui est là, qui est un peu l'autre bord du spectre de faire une documentation exhaustive. Mais mettons qu'on est capable de faire du code opérationnel et d'avoir une documentation exhaustive, ben, ça pourrait quand même être intéressant aussi. C'est purement, en fait, un IA génératif qui va lire votre code à la copilote style et qui va générer une documentation associée à ça. Souvent, en fait, ce qui fait beaucoup, c'est juste de décrire les paramètres. Bon, fait que, à un moment donné, quelque part, on verra c'est quoi la valeur de ça. Si vos variables utilisent, mettons, je ne sais pas, vous avez plus vos variables X, Y, Z, ben, ça ne vous fera pas grand-chose de pertinent nécessairement. Je pense que ça a quand même l'intérêt où est-ce que ça peut confronter rapidement les développeurs sur la lisibilité de leur code, parce que finalement, cet outil-là n'a pas une compréhension fine du code et il va être confronté à juste ce qu'il voit. Puis ça peut permettre de rendre compte que, ouais, c'est vrai qu'on n'écrit pas du code lisible finalement. Fait que, il y a peut-être un outil éducatif derrière qui peut ressortir de ça, qui peut permettre d'améliorer à long terme, je pense, la qualité du code. Mais il y a, encore une fois, de savoir que c'est pas une solution en soi. Là. Donc, c'est pas juste on clique sur le bouton puis tous nos problèmes vont être résolus encore grâce à l'IA générative. Il faut quand même avoir une réflexion soi-même sur la qualité qui va être faite par la suite. Maintenant, si on passe au troisième point, la collaboration avec les clients plus que la négociation contractuelle. J'ai beaucoup mis plus de focus sur la collaboration avec les clients et je vais parler de différents artefacts puis différents cas que j'ai entendus vraiment intéressants. Puis c'est moi, là, c'est là que ça m'a mis la puce à l'oreille qu'il y avait quelque chose pour des organisations de pertinent. Vous avez, en fait, avec Jira, maintenant, commencé à apparaître de plus en plus des agents virtuels, là, puis Jira probablement va embarquer dans le GenAI Train dans pas long, si ce n'est pas déjà fait. Donc, en fait, qui tente d'essayer de partir. Ben, un des enjeux souvent qu'on voit donc, dans tout ce qui est les processus de développement, on veut faire un ticket, on veut identifier c'est quoi les besoins du client, on veut identifier c'est quoi qui est prioritaire, etc. Toute cette poutine-là qu'on va beaucoup faire. Ben là, ce qu'ils disent, en fait, c'est que ben, avec ce genre d'agent-là, vous pouvez finalement dire, ben, on va faire des rencontres, on va prendre le verbatim d'une rencontre avec un client, puis on va rentrer ça dans la machine HA6 IA, puis on va sortir avec un template sur c'est quoi les besoins, c'est quoi les priorités, c'est quoi les différents éléments par la suite qu'une équipe de développement pourrait s'approprier pour partir avec ça et dire ah, ben, voici nos action items à faire, puis maintenant, on va mettre ça dans notre sprint pour faire la suite. Fait que Jira, sinon, aller vers là. Mais bon, Jira propose quelque chose qui, pour moi, n'est pas 100% d'IA générative. C'est probablement plus comme juste des outils technologiques autour. On est probablement dans le logiciel traditionnel encore avec ça. Nous, on a aussi vu une manière, je vais vous présenter une manière que moi, j'utilise pour le faire, en fait, avec mes relations clients. C'est-à-dire, je fais écrire mes notes par un IA, qui est une IA générative. Dans ce cas-ci, j'ai un exemple avec Fireflies, mais il y en a plein d'autres de possibles avec ça. Puis, ça me fait une transcription, ça me fait un résumé. Le résumé, des fois, on va y repasser, c'est pas super bon. Puis, ça fonctionne même sur le téléphone. Mettons, ici, j'aurais pu enregistrer toute la rencontre, puis pouvoir faire des action items avec ça par la suite. Et à la fin de ça, je me sors de ça. Je rentre ça dans un processus que j'ai moi-même développé dans ChatGPT. Puis, à la fin, je demande de finalement générer mes portées internes de projet. Donc, je propose un template. Je dis, voici mon template. J'aimerais ça que tu me donnes, c'est quoi le must que mon client, c'est quoi le doigt que mon client veut que je fasse pour faire en sorte qu'il ait le goût de me payer, là, finalement, grosso modo, là, quand je fais du développement logiciel, c'est à peu près tout le temps ça. Et je lui donne des exemples, je lui dis comment le remplir, etc. Puis, à partir du verbatim, je lui demande de générer ça pour faire en sorte que ben, je puisse passer du temps à vraiment interagir avec mon client puis pas juste penser à prendre mes notes pour la suite. Et je sous-traite une partie de ce travail-là à un système finalement d'information qui est basé sur l'IA pour écrire mes templates. Puis ensuite, à partir de là, je demande de définir mon plan de communication, ma gestion du changement, ma gestion du risque à partir du verbatim. Bon, c'est pas tout le temps pleinement rempli. Là. Des fois, il y a des trucs que le client nomme pas, qui clairement, il ne sera pas capable de le trouver. Puis là, des fois, ça se trouve qu'il m'invente des trucs qu'il n'y a pas eu dans la rencontre. Il faut quand même que je le surveille. Fait que quand je vous dis que c'est comme un stagiaire, là, c'est comme un stagiaire. Il faut s'assurer de faire un contrôle qualité. Ça se peut qu'il va vous dire de la merde, parce que, comme je vous disais, tout ce qu'il fait, lui, c'est remplir les mots les plus probables par la suite. Fait que, nécessairement, il ne va pas être là pour vous dire la vérité. Donc, à partir de là, moi, je me sers du processus dans GPT pour générer ces artefacts-là, et ça me permet de les diffuser, finalement, au reste de l'équipe pour être capable de faire en sorte que les différents éléments sont clairs entre les ventes, finalement, et l'équipe. Et que ça me permet de passer, quand je parle avec mon client, je ne suis pas en train de juste penser à mes notes et je peux me concentrer sur la discussion que j'ai avec le client. Maintenant, il y a quelqu'un quelque part qui me dit quelque chose de super intéressant qui a allumé d'autres lumières dans ma tête par la suite. Ça, c'est l'étoile polaire, vous ne l'avez pas reconnu, probablement. Pour moi, l'agilité, c'est un peu comme une direction à laquelle on cherche à adhérer. Donc, on ne peut pas atteindre un état agile, je ne pense pas que ça n'existe. On vise à être plus agile. Et je pense qu'il y a un parallèle à faire avec l'intelligence artificielle. Donc, souvent, on va avoir des organisations qui sont, on appelle data-driven, qui vont viser
à utiliser l'intelligence artificielle, mais il n'y a pas un état où est-ce que j'arrive et dis « je suis une entreprise IA ». Ça n'a pas vraiment de sens comme concept. Je suis une entreprise qui aspire à utiliser cette technologie-là pour répondre à des objectifs d'affaires ou des enjeux d'affaires, puis j'utilise la technologie pour y répondre. Donc, ce n'est pas un état en tant que tel, puis il n'y a personne qui a un problème d'IA. Vous avez des problèmes d'affaires, puis l'IA peut des fois y répondre, des fois pas pantoute. Donc, à partir de ce parallèle-là, je suis allé reviser un petit peu d'autres trucs. Donc, finalement, le mindset, l'agile mindset, ce que je pense qui est vraiment intéressant, c'est aussi le changement pour les organisations, ou l'opportunité du moins pour les organisations, de réévaluer la manière qu'on définit la productivité puis la valeur, finalement. Et est-ce que cette opportunité-là avec l'IA générative va nous ouvrir une nouvelle porte de dire, bien, est-ce que nos développeurs ou est-ce que nos organisations qui développent du logiciel vont produire, vont générer comme valeur, va être différent de ce qu'on évaluait comme la valeur avant. Donc, par exemple, on pourrait avoir une métrique qui est de décrire le nombre de lignes de code. Quand on est dans un contexte où on peut avoir des systèmes d'IA qui génèrent du code, ça a-t-il encore vraiment une valeur d'avoir ce genre de métrique-là? Là, je suis dans un cas extrême, mais bref, on voit que même d'avoir un test coverage, est-ce que ça a vraiment une valeur encore aujourd'hui si on peut avoir des IA qui font juste nous assurer qu'on atteint un 100% par la suite avec des tests qui sont générés par l'IA? Donc, je pense que nos organisations ont l'opportunité de revoir ces mécanismes-là et je pense que les équipes de développement vont aussi vouloir qu'ils réévaluent la manière qu'ils mesurent leur performance parce que maintenant, il y a beaucoup d'outils qui peuvent faire une partie de leur travail. Pas l'entièreté, des outils qui disent qu'ils vont pleinement automatiser l'écriture de code. Je pense que ce n'est pas comprendre que le processus d'écriture de code, ce n'est pas juste mettre les doigts sur le clavier, c'est aussi de réfléchir à qu'est-ce qu'on va écrire en mettant les doigts sur le clavier. Puis ça n'a pas encore été automatisé, mais c'est-tu là la valeur, puis la manière qu'on va être capable de vraiment définir cette valeur-là, vas-tu se baser sur ça, sur ce travail-là? Bref, pour moi, il y a encore une grosse réflexion à savoir de comment ces outils-là vont peut-être permettre de faire être encore plus agile dans ce mindset-là, puis d'aller plus loin, mais pour ça, il va falloir qu'on se regarde dans le blanc des yeux, puis qu'on définisse la manière qu'on définit la valeur, puis la manière qu'on définit la productivité aussi. Donc, si c'est juste de créer des lignes de code sur le clavier, bien, je vais vous connecter un Copilot, puis ça va être terminé là, à partir de là. Puis, bref, j'ai oublié d'avancer ma slide. Et pour faire un segue pour le prochain élément, c'est les PME qui développent de l'IA. Donc, les PME qui développent ont un petit peu une particularité un petit peu différente. En fait, parce que le data-driven ou l'AI mindset là, que j'ai commencé à vous parler, versus les méthodes agiles, là, on est pas mal dans le même genre d'adéquation. Donc, pour moi, il y a, finalement, là, on va parler beaucoup de l'adaptation au changement. L'IA, la manière qu'on développe des systèmes d'IA, c'est du prototypage, puis on est vraiment dans la méthode scientifique. C'est-à-dire, j'ai une hypothèse, je veux la tester. Par exemple, je pense qu'un IA générative pourrait m'aider à écrire des rencontres clients, faire des résumés de rencontres clients. C'est une hypothèse. Genre, cet outil-là est capable de le faire, puis ça me permet de répondre à mon besoin, de ne pas prendre des notes, puis de ne pas avoir une personne qui est juste à côté de moi et qui prend des notes pour ça. Donc, on va vouloir prototyper rapidement, puis d'essayer d'apprendre des choses à partir de ça marche-tu ou ça ne marche pas. Donc, essayer de prédire, par exemple, quand est-ce qu'un réservoir à graisse chez un éleveur de porc va être vide ou plein. Donc, quand est-ce qu'il va finalement être vide, puis que ça va être le temps de le remplir. Donc, on pense que la technologie est capable de le faire, puis l'IA est un levier pour le faire. Donc, on va prototyper, on va essayer, puis on va essayer de voir comment ça fonctionne. Oups, j'allais un petit peu trop vite. Donc, cette espèce faut être prêt à réagir à des changements, parce que des fois, on part un projet, on est comme « Ah, je suis convaincu que ça va donner la solution ». On passe 2 semaines sur le projet, 1 mois, 2 semaines, 2 mois, puis on se rend compte que finalement, ça ne marche pas pantoute, puis c'est de la merde. Par exemple, au niveau de ma maîtrise, moi, j'étais certain qu'une solution A allait vraiment fonctionner. J'ai travaillé dessus pendant 6 mois, puis c'était vraiment pas une bonne solution. Et la meilleure solution pour le faire, c'était de prendre des expressions régulières. C'est plate, là. C'est faire 2 ans de maîtrise pour se rendre compte que des rejects, c'est ça ta solution, là. C'est pas le fun d'un point de vue scientifique, mais d'un point de vue à faire pour l'organisation, c'était comme, c'est super easy à maintenir. Easy à maintenir, on peut s'entendre là-dessus. Là. C'était long comme mon bras, là, finalement, comme expression régulière. Mais bref, on voit que des fois, la méthode scientifique, c'est de partir avec c'est quoi la méthode la plus simple, puis d'essayer de se rendre à la prochaine étape. Puis il faut toujours être capable de réagir à un changement qui va s'en venir par la suite. Mieux comprendre et collaborer avec nos clients, dans le AI mindset ou dans le data-driven mindset, c'est beaucoup de dire on se base sur des données, on veut faire une analytique. Donc, pour moi, il y a quelque chose de similaire, que si on veut mieux comprendre nos clients, bien, ce serait le fun d'avoir des données sur nos clients aussi. T'sais. Là, je parle, mettons, d'une entreprise SaaS qui déploie un SaaS, puis que vous ne savez pas c'est quoi votre churn rate, vous ne savez pas vos statistiques de base, bien, ça se peut qu'il y ait du travail à faire, puis il y a un changement de culture pour se dire que les gens, on veut que ce ne soit pas juste du guts qui base leur décision, mais aussi sur des données,
puis d'avoir de l'analytique. Du BI, Business Intelligence, pas mal dans cette lignée-là. Puis c'est être capable de dire qu'on veut changer notre manière de réfléchir pour se baser plus sur des chiffres plutôt que sur juste un gut, finalement. Puis, j'ai déjà dit aussi, mais pour moi, c'est important de le répéter, la technologie, c'est pour répondre à des besoins. Il n'y a personne qui a un besoin technologique. C'est plutôt, on veut utiliser la technologie pour répondre à des enjeux d'affaires. Vous n'êtes pas capable de répondre à tous les appels téléphoniques que vous recevez dans une journée. Bien, on veut utiliser la technologie pour être capable de répondre à ce besoin-là. Donc, on utilise la technologie pour résoudre un problème. Et dans tous les cas, l'IA aussi, c'est un peu comme une étoile polaire. Donc, on cherche à plus utiliser la donnée. Et l'IA est une manière d'utiliser la donnée, mais à la base, c'est vraiment de vouloir utiliser la donnée. Donc, il y a vraiment un parallèle avec les méthodes agiles qui peut être intéressant de dire, ben, OK, bien, si on veut aspirer à utiliser les données, ça peut nous permettre d'utiliser la technologie de manière plus responsable. Et après ça, on peut vouloir mettre plus de focus sur nos relations avec les humains et d'utiliser la donnée pour être capable de le faire. Bref, pour moi, il y a un parallèle pour ces organisations-là qui développent des solutions d'IA qui leur permettraient d'être probablement bien s'aligner avec les processus agiles, sauf que la petite particularité, c'est vraiment sur la méthode de prototypage qui est utile à mettre dans un sprint, là, de définir c'est quoi la quantité de travail à faire. La petite partie qui manque un peu de finesse encore, à mon avis. Puis de ne pas faire du techno-solutionniste. Ça ici, vous avez un exemple. En fait, c'est quelqu'un qui utilise une perceuse pour taper un clou. Pour moi, c'est la meilleure image. Il ne faut pas partir à se dire l'IA générative, on va mettre ça partout puis ça va tout résoudre nos problèmes. Donc, il y a un outil qui est propre. Mon père m'a toujours dit, il y a un outil pour chaque chose qu'on veut faire dans la vie. Il faut trouver le bon outil pour le faire. Des fois, c'est une expression régulière. Des fois, c'est de mettre l'IA. Des fois, c'est mettre juste un logiciel traditionnel. C'est vraiment important de trouver c'est quoi le bon outil. C'est vraiment funky qu'il soit sur le côté, la personne. J'ai pas compris. Ça, c'est généré par un IA en passant. Là. Vous n'avez pas compris parce qu'il est comme pivoté sur le côté. J'ai pas compris. D'après moi, il voulait vraiment mettre l'emphase sur le fait qu'il mettait beaucoup de pression dessus. Bref, ça a pris 5-6 fois à réussir à le faire, mais c'est vraiment un bon exemple de comme essayez pas de taper sous le clou avec une perceuse, ça ne marchera pas. Là. Vous allez briser votre perceuse, il faut juste trouver la bonne manière de le faire. Maintenant, c'est quoi les risques d'utiliser ce genre de technologie-là? Il y en a quand même plusieurs, puis là, je vais faire un petit segue avec d'autres éléments que j'ai parlé un petit peu en avant. Bon, pour moi, il y a un énorme enjeu qui peut être la déshumanisation du travail qu'on est dans tous les secteurs. Là. Mettons, en santé, on pourrait très bien en parler aussi. C'est un gros exemple où est-ce que si le professionnel est rendu avec un outil qui fait juste tout lui dire quoi faire au niveau de sa prestation de travail, ça se peut qu'il y ait des gens qui vont juste dire « Oui, ben la machine me dit de faire ça, j'ai fait ça, puis j'ai pas pris la responsabilité. » Puis ça, c'est un énorme enjeu qui se dessine, qui peut venir. Il y a des méthodes pour essayer de mitiger ce risque-là, mais la déshumanisation aussi, où est-ce que les gens sont juste dans une machine. AWS est un très bon exemple. Excusez-moi, Amazon est un très bon exemple dans les entrepôts de distribution, où est-ce que c'est des métriques de performance extrêmement précises mesurées avec des caméras. Donc, on est dans une situation où ça peut être difficile pour l'humain de vraiment bien œuvrer. Perte d'expertise et de la valeur d'apprendre les choses de base. Je me pose... J'aimerais pas être un prof d'informatique présentement pour apprendre à programmer quand Copilot existe. Qu'est-ce que tu veux montrer aux étudiants? Les étudiants, maintenant, de plus en plus, vont se dire comme, ben oui, mais je vais juste prendre cette machine-là. Puis là, c'est de leur apprendre c'est quoi la valeur vraiment d'apprendre à faire une Book 4, puis de pas juste demander à Copilot de faire ta Book 4. Fait que, Stack Exchange, d'après moi, il y a un petit peu ce discours-là aussi à l'époque, mais le reach était beaucoup plus petit. Là, maintenant, ils se connectent et c'est fini. Là, fait que, est-ce qu'ils vont vouloir encore apprendre ces choses-là? Est-ce qu'ils vont voir une valeur autant que nous, on voit une valeur à ça? Puis qu'est-ce que ça va donner dans 10 ans? Pour vrai, moi, j'en ai aucune idée, puis j'ai hâte de voir si ça va frapper un mur ou non. Là. Gain de productivité, pas à la hauteur des attentes. C'est un truc qu'on voit beaucoup. Là. On nous promet je sais pas, X% d'augmentation de la productivité en utilisant Gemini, Copilot ou peu importe. Là. Puis ben, des fois, c'est pas ça pantoute. Là. Genre, on n'est pas nécessairement là. Surtout si vous êtes quelqu'un qui travaille beaucoup plus avec des courriels, qui écrit des courriels, là, faire des tables pour finir vos phrases. Là, on ne sauve pas même temps là-dessus. Là. On ne change pas votre semaine de travail. Mais lorsqu'il y a beaucoup de rédaction, d'écriture, de trucs autour de ça, ça peut devenir vraiment un bon outil. Fait faut voir en fonction des profils, puis c'est pas tout le monde qui va avoir un gain. Puis l'adoption n'est pas facile non plus pour tout le monde. Variance dans le gain de productivité, effectivement ça que je viens de parler. Puis la faible adoption, il y a beaucoup de cas où est-ce qu'on a... avec raison, là, surtout si vous faites juste, à mon avis, on peut prendre un abonnement puis utilise-le. C'est pas la clé du succès. Là, habituellement, c'est vraiment de demander aux gens la manière qu'ils voudraient l'utiliser, puis de ne pas leur donner un sentiment qu'ils vont perdre leur job, là, avec raison là, aussi. Là, c'est souvent ce qu'on entend, là, c'est la crainte principale des travailleurs, et avec raison.
Donc, il y a beaucoup une manière d'aborder ça puis de l'emmener pour que ce soit vu comme un outil qui ne va pas remplacer la personne, mais qui va permettre de produire plus. Puis ça ramène à mon point initial. Bien, comment on va définir la production quand on a des outils comme ça en place, puis comment on va avoir une redistribution de la richesse qui est équitable, parce que finalement, si les travailleurs sont plus productifs, est-ce qu'ils mériteraient un meilleur salaire? Bref, il y a toute une réflexion à avoir autour de ça qui est vraiment importante. Et ne pas sous-estimer l'idée d'avoir une politique de gouvernance de l'IA en place, parce que ces systèmes-là vont faire des erreurs. Ça pourrait avoir un risque sur votre réputation d'organisation aussi. Donc, d'avoir ça en place, de dire qui est responsable de ça. Parce que tout le monde veut utiliser l'IA. Quand il vient de parler de responsabilité, il n'y a plus grand monde qui lève la main à partir de là. Souvent, c'est un problème de ne pas bien comprendre la technologie, avec raison. Donc, ça implique la formation. C'est sûr que le risque revient toujours à un conseil d'administration ou l'équipe de direction, mais bref, il y a toujours cette réflexion à savoir de comment on veut l'utiliser, c'est quoi les do's and don'ts qu'on ne veut pas faire, puis par la suite, les prochaines étapes. Donc, même si on utilise Copilote, dès que d'avoir du code qui est 100% écrit par Copilote, il n'y a pas encore eu de procès pour la propriété intellectuelle associé à ça, mais certainement, ça se peut qu'il y ait des cas qui vont se rendre jusque-là, qui vont avoir un impact sur le risque futur. On ne sait pas encore qu'est-ce qui va se passer avec ça. Aussi bien gérer le risque. Et maintenant, ce qu'on appelle l'IA responsable, peut-être que vous connaissez la Déclaration de Montréal, ce sont finalement un ensemble de principes. Il en manque un, je ne l'ai pas mis parce que ça ne faisait pas bien équilibré. Là, puis finalement, le dernier qu'ils ont rajouté, c'est juste lié au développement durable, pas comme si ce n'était pas important. C'est juste que, bref, je trouvais que ça faisait plus beau quand c'était 3-3-3, puis là maintenant c'est rendu 3-4-4. 3-3-4, bref. Il y a des principes super intéressants qui, pour moi aussi, ont un parallèle avec certains principes de l'agilité, comme le bien-être, par exemple, qui est un peu les relations, exactement qui vont définir le bien-être sous-année. Il y a d'autres sous-principes qui sont, entre autres, justement, favoriser les relations humaines, plus que la technologie. Donc, il y a un parallèle à faire avec ça, que si une organisation aspire à être agile, bien, pourrait aspirer, et utilise l'IA, pourrait aspirer au principe de la Déclaration de Montréal, parce qu'il y en a d'autres principes d'IA responsables associés à d'autres, qui sont, à mon avis, pas toujours aussi complets. Ça, c'est un des plus complets. Ça a été développé à l'Université de Montréal, d'ailleurs, et ça a été coécrit par différentes instances. Ce n'est pas juste des académiciens, il y a des gens du marché. L'ONU est impliquée là-dedans, bref, l'UNESCO de mémoire aussi, d'autres organisations internationales. Vous avez aussi des principes comme le respect de l'autonomie, la solidarité, protection de la vie privée. Fait, il y a des aliments, là, vous voyez quand même des principes qui peuvent s'aligner aussi avec la législation en place comme la loi 25, tout ce qui peut être en place avec beaucoup d'éléments. Fait, adhérer à ça, à mon avis, pour une organisation est une bonne base pour utiliser la technologie par la suite pour faire en sorte qu'on est capable d'aller plus loin avec ça. Bref, mon QR code, si vous voulez vous connecter, puis ben, je serai là pour comme je disais, moi j'aimerais avoir des questions pour savoir aussi, puis des commentaires sur qu'est-ce que vous en pensez. Donc, bref, merci pour votre écoute. Questions, commentaires, objections? Oui? Oui. C'est une très bonne question. Je vais répéter pour être sûr que tout le monde l'a entendu. Là, c'est cool ça, on voit des beaux principes, mais qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Grosso modo, je le résume un peu. C'est un petit peu la partie qui ont fait le short un peu, là, la déclaration. Ils ont présenté des beaux principes, mais ils n'ont pas vraiment donné des actions ou des éléments à faire. Bref, souvent, ce qu'on voit, c'est que les gens peuvent signer la déclaration, puis c'est à peu près ça. Là. Donc, c'est un peu un gage sur papier qu'on dit oui, je vais m'assurer à respecter ça. Maintenant, la manière de le respecter, on est dans la partie de l'éthique. Donc, ça veut dire l'éthique, c'est la partie où les gens vont voir qu'on pèle du nuage un peu, qu'on peut dire l'expression. C'est vraiment d'essayer d'aligner les valeurs de l'organisation avec ces principes-là, puis dire, quand on part un projet qui va utiliser l'IA, voici la séquence de choses qu'on va valider, qui vont respecter ces points-là qu'on a choisi qu'on voulait respecter, parce qu'on pourrait décider de ne pas respecter, mettons, l'équité, par exemple. On pourrait décider de ne pas le mettre comme prioritaire. Et souvent, c'est comme ça que nous, on recommande de l'utiliser, c'est d'avoir les principes qui sont hiérarchisés, puis qu'on dit, bien, ceux-là, pour moi, sont prioritaires. Donc, quand je pars un projet, si je ne respecte pas, mettons, le bien-être de mes employés, je le mets aux poubelles, ce n'est pas un projet qui est viable, mon organisation, parce que je vais perdre ma main-d'œuvre ou peu importe c'est quoi la séquence qu'on pourrait décider. Fait que finalement, c'est d'utiliser ça pour gérer du risque. Il faut se ramener à. C'est de la gestion de risque quand même. Maintenant, il y en a des organisations, mettons, qui pourraient dire, ben moi, le plus important, mettons, c'est la prudence. Donc, c'est juste vraiment une hiérarchisation des valeurs pour être capable de faire des choix par la suite dans une organisation. Il y a, de mémoire, à peu près, chacun a à peu près 4 à 8 sous-principes qui permettent de plus clarifier des définitions, etc. Fait qu'il faut vraiment se l'approprier. Puis souvent, ce qu'on va voir, c'est que ça va être dans une politique de gouvernance. Fait que c'est tous des artefacts qui vont se mettre ensemble. La politique va parler de la politique de cybersécurité, la loi 25, puis là, elle va parler de tous les différents éléments, puis ça va juste être
un englobage qui va permettre de voir dans quel cadre on veut œuvrer pour s'assurer qu'on gère les risques pour l'organisation. Ça répond à ta question? Parfait. Oui? Est-ce que tu vois un enjeu à court, moyen terme des sociétés à deux vitesses? Des sociétés qui utilisent l'IA, Ouais. des sociétés qui l'utilisent pas? En fait, il y a beaucoup d'angles à cette question-là que je pourrais répondre. Là. Pour répéter la question, pour être tout le monde entendu, c'est quoi l'enjeu à court, moyen, long terme sur les sociétés à double vitesse qui l'utilisent l'IA et qui ne l'utilisent pas? Je pense que pour nos sociétés industrialisées, là, disons, on va y aller comme ça, mettons, je pense que de l'utiliser, ça a le potentiel d'accroître notre productivité, puis probablement même pour certaines organisations qu'on a vues aussi beaucoup, ça leur permet d'aller chercher, mettons, des nouveaux marchés. Mettons, Solio, par exemple, est un bon exemple où est-ce que grâce à l'IA, on réussit à mieux anticiper leur production de parts, ce qui leur a permis de pouvoir l'exporter en Chine. Parce que c'est l'autre bout du monde, là. C'est quand même compliqué de mettre ça dans des containers, puis d'être capable de l'exporter, de le transformer, de l'exporter. Donc, ça leur permet, puis l'avantage d'aller en Chine, c'est qu'ils achètent quasiment le porc au complet. Ils achètent la langue, les pattes, alors qu'ici, c'est juste les côtelettes puis la viande. Bref, pour eux autres, ça leur a vraiment permis de faire ça, mais l'IA a été un levier d'aller chercher un nouveau marché. Fait que pour eux, c'est super intéressant. Pour les pays moins industrialisés, ce qu'on voit, il y a comme deux tendances. Il y a une tendance parce qu'ils essayent beaucoup de le faire, mais ils n'ont pas les moyens, puis c'est normal. Ils n'ont pas les moyens autant sur l'expertise de la main-d'œuvre, puis aussi sur les moyens computationnels. Parce que développer des IA comme OpenAI, ça prend du bidou, puis ça prend du bidou. Puis l'électricité, puis etc., tous ces enjeux-là. Donc, ces organisations-là aussi font face à d'autres enjeux comme l'hyperinflation. Ils ont d'autres trucs qu'ils essaient de gérer, etc. Fait que je pense qu'ils vont être un peu les grands délaissés de tout ça. Mais il y en a d'autres parties aussi qui essayent fort de pouvoir se positionner. Puis, comme une troisième zone aussi, qui sont plus dans la criminalité qui va être générée à l'international grâce à ChatGPT. Mettons les crimes émotionnels. Finalement, les gens, mettons que sur Messenger, Facebook, se font envoyer des messages, mettons des personnes âgées ou des gens, puis qui vont faire croire que c'est un humain qui est derrière, puis ils vont demander de l'argent. Là. Bon, ben ça, avec ChatGPT, là, on est ailleurs. Là. Parce que présentement, c'est encore des humains qui le font. Là. Fait que, ils sont limités par le nombre d'heures qui sont réveillés puis derrière leur ordinateur. Mettez ChatGPT derrière ça. Là. Moi, je n'ai pas encore vu de signe que ça s'est fait, mais le jour que ça va se faire, là, hey boy, on est ailleurs. Là. Parce que là, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin à aller jusque-là. Et ça a été démontré que ChatGPT est capable de démontrer des émotions qui s'apparentent à des émotions qu'on est habitué, comme l'empathie, l'amour. Là, ce n'est pas des vraies émotions qui est ressenties, mais il démontre un vocabulaire que l'humain associe à de l'empathie, à de l'amour et différentes formes comme ça. Donc là, vous déployez ça sur Messenger, là, puis il n'y a plus de fin. Là, genre, vous coupez votre coût en plus, votre OPEX vient de tomber presque à zéro. Fait que là, ça, pour moi, c'est le plus gros fléau qu'on va se retrouver. Puis tant qu'on ne trouvera pas un moyen de protéger les gens plus vulnérables pour ça, ça va leur donner un autre mécanisme de financement, mais ça va renforcer les inégalités dans ces pays-là aussi. Donc oui, il y a d'énormes enjeux pour moi d'inégalité. Puis d'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a un article qui a été publié là-dessus par Timnit Gebru, c'est comme ça qu'on prononce son nom de famille. LLM, un stochastic parrot ou quelque chose comme ça, le titre. Là. Bref, elle faisait partie du groupe éthique chez Google ou Meta, je ne suis plus certain. Puis elle a écrit un article qui a fait en sorte qu'elle a perdu son emploi, d'ailleurs. Vraiment un article intéressant et ce sont des points qui sont soulevés sur les inégalités. Puis le problème aussi, c'est que le web, c'est une représentation très figée et très dominée par les pays de l'Ouest, finalement. Là, la représentation du monde est très construite autour des pays de l'Ouest sur l'Internet, donc ce qui fait en sorte que les systèmes, par exemple, vous montez un IA générative de vous présenter c'est quoi un mariage, bien, ça va ressembler à un mariage nord-américain plus qu'un mariage, mettons, en Inde ou un mariage en Chine. Donc, il y a comme des représentations biaisées du monde à travers ces systèmes-là, qui n'est pas un enjeu qui est non plus réglé, qui va faire en sorte que même ChatGPT, vous lui demandez d'écrire, ça ressemble plus à de l'écriture française qu'à de l'écriture québécoise. Mettons, on va s'entendre. Souvent, c'est très verbeux. Ils vont utiliser un vocabulaire qu'on est moins habitué d'utiliser. Donc, il y a aussi des représentations du monde, même pour nous, qui ne sera pas parfaite. Si, mettons, récemment, ça s'est amélioré, mais Fireflies, à une époque, quand on faisait. Moi, j'utilise quand même des termes en anglais quand je parle. Bien, souvent, quand je passais du français en anglais, là, il y a des mots qui ne capturaient pas. Donc, il y a quand même des représentations, les accents. Les Irlandais, par exemple, là, Alexa, ça avait été un cas qui avait été très médiatisé, là, que quand un Irlandais parle à Alexa, elle ne comprend absolument rien. Fait qu'il y a une couple de cas comme ça que finalement, la technologie ne répond pas très bien aux particularités spécifiques de certaines sociétés, ce qui va encore accentuer probablement avec le genre de génération comme ça. Oui? Les organisations mettent beaucoup de pression pour commencer à utiliser Ouais. l'intelligence artificielle. Comment tu fais pour... est-ce que tu as des exemples de cas qui il a fallu que tu ralentisses des organisations pour définir la stratégie de sécurité?
Excellente question. Je suis content que tu aies posé la question parce que oui, j'en ai beaucoup. Je vais répéter la question. Présentement, les GAFAM de ce monde nous forcent beaucoup pour essayer de rentabiliser leur investissement là, de plusieurs milliards d'outils d'IA générative. Euh, En fait, le cas principal, mettons, c'est Copilote. Là, je ne parle pas Copilote de code, mais je parle Copilote vraiment dans la suite Microsoft 365. La petite particularité avec Copilote par rapport à autrefois, c'est que les accès, finalement, est beaucoup tenant-based dans Microsoft, Microsoft, l'environnement Microsoft, avec Azure AD, là, qui a changé de nom, je ne me rappelle plus du nouveau nom, qui fait en sorte qu'une personne a accès à un certain nombre d'informations, puis c'était limité par à quel point il partait dans une journée, puis il décide de fouiller dans tous les répertoires possibles. Et là, ce qui est arrivé dans beaucoup de cas, c'est que là, il y a des gens qui ont juste mis Copilote là-dessus. Puis Copilote, lui, il est connecté sur tout, parce qu'il est connecté sur Microsoft Graph. Fait qu'il a accès à tout ce qui est dans l'API. Puis il a accès de manière rapide à tout ce qu'il en a fait. Fait que ce qui est arrivé, c'est qu'il y a des organisations qui ont donné des accès comme ça. Et bien, finalement, il y a des compétiteurs, mettons, qui étaient aussi des partenaires pour une certaine organisation. Et le compétiteur a eu accès à la liste des clients. Ou des gens qui ont accès au contrat de travail des autres employés. Ou, bref, d'utiliser Copilote, la première étape, c'est de s'assurer que les tenants sont bien configurés et il faut vous rajouter aussi des labels. Parce que ce n'était pas assez de juste configurer les accès, il faut aussi vous donner des étiquettes. Là. Il donne un autre nom à ça, mais bref, il faut vraiment faire un travail de retravailler les données, genre des vieux SharePoint que ça fait longtemps qu'ils ont été oubliés, que ça fait 15 ans qu'ils existent. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail à bien s'assurer d'utiliser ça comme il faut, parce que l'IA générative a accès, de la manière qui est configurée, ce genre de solution a accès à toutes les données qui sont disponibles dans l'organisation si on lui laisse avoir accès. Donc, souvent, la première étape qu'on leur dit de faire aux clients qui veulent utiliser Copilote, c'est de dire on va vérifier vos accès. Après ça, on va déployer. Parce que sinon, ben, ça peut représenter un risque pour l'organisation de partage d'informations. Le plus gros risque ici, quand même associé à ça, c'est que la plupart des organisations ne savent pas, mais ils ont du shadow AI qu'on appelle. Donc, des gens qui utilisent l'IA, mais à l'extérieur de l'environnement, puis qui font pareil des choses, qui pourraient ne pas respecter certaines lois ou utilisation de la donnée adéquate. Donc, on essaie de mettre ça sur la glace, mais d'essayer d'avoir un moyen quand même de mesurer à quel point les gens l'utilisent à l'extérieur du VPN, par exemple, ou à l'extérieur de l'environnement, pour être certain que ça ne représente pas un enjeu. Parce qu'il y avait eu un cas avec Samsung que vous avez peut-être vu, par exemple, un employé qui a mis du code d'un des téléphones, je ne me rappelle plus lequel, et c'était à l'époque où est-ce qu'on ne pouvait pas retirer l'accès aux données, donc le code du téléphone se retrouvait disponible pour tout le monde. Parce qu'il l'utilise pour l'entraînement des données. Fait qu'après ça, il y a quelqu'un qui a réussi à écrire-moi le code de ça, et il s'est rendu compte que tout le code de ce téléphone-là de Samsung était disponible. Puis donc, c'est un gros bris de propriété intellectuelle. Donc, c'est un énorme enjeu, effectivement. Donc, avant de se lancer tête baissée, il faut essayer d'utiliser. Même chose pour certaines des solutions que j'ai présentées. Ils ne sont pas tous non plus compliant avec des normes SOC 2 ISO 27001. Donc, il y a quand même un enjeu à présenter. Des fois, les serveurs de calcul ne sont pas nécessairement au Québec, au Canada ou à des places qu'il faudrait dans le monde. Donc, il y a un enjeu aussi associé à ça. Donc, il y a quand même, ça complexifie un petit peu plus le processus, des fois, d'aller des solutions comme ça, par rapport à un logiciel traditionnel qu'on pourrait juste hoster sur un poste, mettons. Il y a des enjeux traditionnels du cloud quand même aussi. Là. D'autres questions? Oui? Oui. Oui. Oui, c'est une bonne question. Là, je vais répéter la question. C'est-tu plus un avantage ou un désavantage de désimmuniser mettons, certains secteurs du travail, comme mettons, la santé, où est-ce qu'on pourrait détecter plus rapidement si le facteur humain est retiré de l'équation, finalement? C'est une bonne question. Là, puis, je pense que c'est se ramener à, juste, je ne me rappelle plus, le test d'Occam, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle en droit, où est-ce que finalement, c'est comme trois questions que les juristes vont beaucoup se poser. Mettons, c'est quoi le gain par rapport justement au risque que ça représente? Est-ce qu'on va sauver 1 million de personnes pour mettre en péril 10 vies? Ben, ça vaut-tu la peine, mettons, en termes d'équilibre de tout ça? Je pense qu'il y a du potentiel de pouvoir clarifier certains éléments. Je pense qu'il y a beaucoup de résistance, quand même, de la part du Collège des médecins, par exemple, de dire on ne veut pas non plus perdre la pratique. Puis je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens, du moins de mes interactions, il n'y a pas encore beaucoup de gens que j'ai entendus qui sont prêts à se dire ben, ce sera un robot qui rentre dans la machine, dans la pièce, puis qu'il n'y a pas de médecin, puis qui fait juste scanner. Puis là, tu ne peux pas poser vraiment tes questions. Puis il y a encore cet aspect-là qui n'est pas encore pleinement résolu.
Est-ce qu'un jour, on va pouvoir se rendre là, puis que finalement, ultimement, on va sauver des vies, un peu comme la conduite autonome, ou est-ce que, ultimement, il va y avoir moins de monde qui va décéder parce que c'est tout le temps l'humain qui cause un accident, ou à peu près tout le temps? C'est une bonne question, mais c'est surtout aussi, c'est quoi que ça va coûter se rendre jusque-là en termes de peut-être de vie, ou est-ce que là, il va y avoir un mauvais diagnostic? Parce que ces systèmes-là ne sont pas infaillibles, l'humain non plus n'est pas infaillible, mais on est plus prompt à pardonner à l'humain plutôt que pardonner à la machine. Tesla est un bon exemple avec la conduite autonome, mettons, où est-ce qu'il y a eu quoi, 4-5 décès à peu près avec les différents véhicules autonomes. Puis la seconde qu'il y a un décès par une machine, on coupe, on serre la vis puis on ne permet plus à ces systèmes-là de se mettre en place. C'est une bonne chose ou une mauvaise chose, c'est à vous de voir. On est très intransigeant avec la machine par rapport à l'humain, alors qu'il y a plein de conducteurs sous qui tuent du monde constamment. Il y a combien que de médecins qui font des mauvais diagnostics. Ce n'est pas une métrique qui est mesurée, donc c'est difficile de savoir à quel point on peut améliorer. Je pense qu'un des premiers arguments qui pourrait justifier d'aller vers ça, ça serait de quantifier, mais là, il y a beaucoup de gens qui n'aimeraient pas cette quantification-là, de à quel point les médecins se trompent. On ne le sait pas. À quel point on pourrait diagnostiquer plus vite. C'est vrai qu'on peut diagnostiquer plus vite. Mettons le cas des coloscopies, par exemple, où est-ce qu'il y a un IA qui assiste. Il y a beaucoup de cas où est-ce qu'on voit qu'ils sont beaucoup plus prompts à aller le chercher. Un bon exemple, c'est une chercheuse qui m'avait expliqué, c'est quand, mettons, vous avez un cancer de la peau, souvent, ce qu'ils font pour savoir, bien, pas juste un cancer, en fait, un cancer tout court, pour savoir les particules, jusqu'où qu'ils doivent couper, c'est difficile à savoir, là, qu'est-ce qu'est le cancer, quand est-ce qu'ils arrêtent le cancer. Ce qu'ils font, c'est qu'ils font des échantillons, mettons, puis après ça, ils envoient ça dans un laboratoire. Puis là, des fois, ça peut prendre 2 heures, mettons, faire le test. Là, mettons, je donne un chiffre comme ça à peu près, là, on est dans ces chiffres-là. Donc, ça veut dire que pendant ce temps-là, ben, il n'y a rien qui peut se passer, et puis la personne est endormie. Donc là, c'est vraiment un IA qui, avec une espèce de crayon, permet de faire les tests de presque manière instantanée. Fait que là, on sauve des vies. On est plus rapide dans le processus, mais on ne met pas en péril nécessairement la relation patient-médecin. Donc, il y a des places, je pense, qu'on peut travailler pour ensuite, par la suite, probablement ouvrir d'autres portes sur, mettons, tu t'en vas dans une clinique, puis que ce ne soit pas vraiment un médecin, mais un diagnostic scientifique fait par un IA. Peut-être que là, pour des plus petits mots, on serait intéressé à le faire, un peu comme le 811, puis d'autres solutions comme Vitrail essaie de faire présentement dans le marché. Fait que je pense que c'est graduel. Tout ça pour ne pas vraiment répondre à ta question, de dire, moi, je ne suis pas convaincu qu'on peut le faire en un coup. Est-ce qu'ultimement, on pourra se rendre à quelque chose comme ça? Je pense qu'il y a des gains, mais il y a des risques et des réflexions à comment bien le faire. Puis c'est actuellement ce que je pense que les différents organismes essaient de faire. C'est ça. Une réponse éthique. Oui. D'autres choses de base? C'est une bonne question, ça. Je vais répéter la question. Donc, est-ce que justement le fait que nous, ce qu'on trouvait de base maintenant, ce ne sera plus qu'est-ce que les autres vont trouver de base, ça va être maintenant et plutôt, tu sais, l'IA générative, c'est quelque chose de base maintenant, donc comme on construit des nouvelles bases. C'est une bonne question que je n'avais même pas réfléchi. J'ai pas la réponse. J'ai vraiment pas la réponse. Oui? Il y a plusieurs années, quand j'étudiais en informatique, Ouais. on disait c'est important de connaître les mainframes. Ouais. Les Maintenant, on fait plus ça. Là. Oui, c'est ça. Parce que ça va te servir dans ta carrière. Ouais. Comme la boucle for, c'est quelque chose de primordial à connaître, peut-être qu'éventuellement, ça va être quelque chose du passé. Non, c'est une bonne réflexion pour moi qui est ce point-là de savoir ben, qu'est-ce qui va se passer avec ça. Puis je pense aussi que ça va être surtout être les conflits générationnels qui vont peut-être rentrer avec tout ça aussi, qui va causer le plus de problèmes. Mais pour moi, c'est vraiment une question ouverte de savoir. Puis il y a une réflexion à avoir, je pense, par les collèges, par les universités, de c'est quoi maintenant qu'on l'apprend, puis qu'est-ce qui est considéré comme la base, qui va valoir la peine qu'on leur apprenne, puis que ce ne soit pas juste un combat de coq, mais moi j'apprenais ça, donc toi tu devrais apprendre ça. Comme l'exemple que tu viens de donner est un très bon exemple. Là, on est pas mal rendu sur la fin, on a fait le tour. Merci beaucoup. Vous avez d'autres questions, là, je vais être encore disponible aussi. Merci pour votre attention beaucoup. Bonne journée.